Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur les 10 grandes leçons que nous enseigne le conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Pourquoi ce format? Parce que je pense que c'est la manière la plus pédagogique de revenir sur ce conflit qui a commencé fin février, alors depuis plus de 45 ans d'après les États-Unis. On va se concentrer sur l'opération Epic Fury côté américain et nous allons voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Mais juste avant d'attaquer, petit rappel, si vous débarquez sur la chaîne, j'ai des biais, on essaye de les contrer. Le meilleur moyen de lutter contre eux, déjà, c'est de les intellectualiser. J'ai servi la France pendant une dizaine d'années sur le porte-avions Charles de Gaulle. J'ai été formé par les Américains, par l'US Navy. J'étais breveté pilote de chasse américain avant d'aller faire du super étendard sur porte-avions français. J'ai ensuite eu la chance de faire du Rafale Marine au large de l'Iran. Je connais assez bien la zone, des opérations de combat en Irak pour appuyer principalement les forces spéciales au sol. Donc j'ai utilisé notre fleuron national qui est un magnifique aéronef, le Rafale, temps de paix, temps de guerre, en meeting aérien. Et donc forcément, j'ai une construction cérébrale, intellectuelle, tactique qui m'amène à réfléchir de manière occidentale. Ça va forcément biaiser ma compréhension de ces événements, ma manière de vous les retranscrire, mais ça me permet également de bien connaître les protagonistes, ayant notamment survolé Israël, armé juste après le Bataclan pour rentrer en Irak, et j'espère vous permettre de repartir de cette vidéo avec une meilleure conscience de la situation, parce que comme dirait Jean-Claude Van Damme, le plus important, c'est d'être aware. Ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Alors je sais que j'aime bien faire cette blague, mais sachez que les pilotes sont sélectionnés sur leur conscience de la situation, leur capacité à comprendre leur environnement, et c'est exactement l'état final recherché de cette vidéo, que vous repartiez dans quelques dizaines de minutes avec une meilleure compréhension de ce conflit, de là où nous allons collectivement, en tant que Français également, avec notre République. Mais juste avant de rentrer dans le dur, si vous voulez vous entraîner un petit peu de votre côté ou développer, aiguiser votre sens stratégique, voire même tactique. Comme vous le savez, dans l'armée, on fait beaucoup de wargames, de jeux de simulation. Et notre partenaire du jour, aujourd'hui, il va vous mettre à la place d'un dirigeant et d'un général. Je ne pouvais pas trouver meilleur partenaire aujourd'hui que Supremacy World War 3. Alors sans y voir de mauvais jeux de mots, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, il y a quand même avec les accords de défense une multitude de pays qui se retrouvent un petit peu imbriqués militairement. Mais s'il y a une certitude à avoir dans l'armée, c'est qu'il faut s'entraîner, anticiper et exercer son sens stratégique. Ce qui est bien, c'est que désormais, vous pouvez le faire directement depuis votre ordinateur, depuis votre téléphone, avec ce type de jeu qui va vous permettre de prendre le contrôle d'un pays d'un point de vue géopolitique, l'économie, l'armée, les alliances, et vous allez vous battre contre de vraies personnes. Alors, vous battre ou vous alliez, mais vous allez devoir également développer votre armée, que ce soit des chars, des avions, des sous-marins, les missiles très à la mode en ce moment, et il faudra gérer la stratégie à long terme. On est en train de parler de parties qui durent plusieurs semaines. La grande nouveauté cette saison, ce sont les officiers. Et les officiers, ce sont des commandants spéciaux qui vont en fait donner des capacités spécifiques supplémentaires à vos armées. Vous verrez qu'un bon officier de marine n'est pas forcément un bon officier pour la troisième dimension. Et si vous utilisez le lien qui est juste en dessous, vous aurez cadeau offert un railgun, un canon électromagnétique qui a une valeur de 40 $. Ce qui est top avec Supremacy World War 3, c'est que vous pouvez y jouer gratuitement et après, si vous le souhaitez, acquérir des choses supplémentaires. En tout cas, vous pouvez tester, c'est juste en dessous, ça occupe bien dans les transports, j'en sais quelque chose, et jingle. Première leçon, la déconfliction, extrêmement importante alors que la France est désormais présente au large de Chypre, mais également présente aux Émirats Arabes Unis avec les Rafales de l'armée de l'air dont nous n'entendons pas beaucoup parler. Je pense que ça sera intéressant dans quelques semaines ou quelques mois de savoir ce qui s'est passé à Al-Dhafra, de savoir ce qui s'est passé dans l'espace aérien émirati. Et le grand danger, nous en parlions déjà avec l'Ukraine, eh bien c'est le tir fratricide. Dans un conflit moderne, environ 20% des pertes proviennent de tirs blue on blue, du bleu sur du bleu, du tir contre votre camp. Et ça a été vu du côté, du côté du Koweït. Koweït qui a des F-18C, et dès le début du conflit, après 2 jours, un F-18C koweïtien, regardez ces images incroyables, s'est rapproché à vue et a abattu des F-15E. 3. Alors faire une fois une erreur, pourquoi pas, 2 fois c'est incroyable, 3 fois c'est du jamais vu dans l'histoire.
On a déjà fait 2 vidéos spécifiques sur le sujet, mais ça nous renvoie vers ce danger de disposer dans un espace aérien de systèmes sol-air, de navires, d'alliés, d'unités différentes, de cultures différentes. Et rappelez-vous ceci, quand vous travaillez en interallié ou de manière générale en équipe, eh bien c'est le maillon le plus faible de la chaîne qui risque généralement de casser. Et à partir de là, la nécessité de travailler avec des standards est extrêmement importante. Les Américains sont très forts pour mettre en place et enforcer, comme ils disent, ces standards. Ça ne les a pas empêchés, rappelez-vous en mer Rouge, d'abattre un F-18 avec une frégate qui a tiré du SM-2 contre ce F-18 et de manquer d'abattre un deuxième qui, heureusement, grâce aux hauts standards dans les cockpits des avions de chasse de l'aéronaval, a vu l'équipage réussir à éviter ce missile. Alors attention à la déconfliction. En théorie, il existe tous les systèmes du monde. Quand on regarde des PowerPoint, on se dit ils ont des interrogateurs IFF, ces transpondeurs militaires, ils ont la liaison 16, des liaisons tactiques pour communiquer, ils ont tous les systèmes et les cockpits modernes sont super faciles. Ça, c'est la théorie. La vraie vie, il y a des pannes, il y a du stress, il y a de la saturation cognitive, il y a des différences d'accent quand on parle à la radio, il y a des soucis de communication, et puis il y a le fait qu'on est dans un aéronef, fatigué, dans un environnement pour lequel l'être humain n'a absolument pas été conçu pour opérer, et on fait des erreurs. En numéro 2, et nous en parlions même avant le conflit, c'est la chasse au TEL, au TEL. Alors qu'est-ce que c'est qu'un TEL? C'est un transport érecteur lanceur. Je m'explique. C'est un véhicule qui va permettre de bouger votre missile, ensuite de le faire se lever et d'ouvrir le feu. Alors ça, à l'heure actuelle et depuis le début du conflit, c'est la grande chasse. Si vous vous rappelez 91, la coalition avait chassé de la même manière les Scud de Saddam. Il faut savoir qu'à la fin du conflit, il y avait plus de tirs qu'au début du conflit. À l'époque, néanmoins, les optiques n'étaient pas les mêmes. Là, on voit du partage d'images où des camions cachés sous des ponts se font frapper, se font bombarder grâce aux drones, grâce à des missiles guidés propulsés. La qualité des optiques est sans commune mesure entre 91 et 2025. Regardez vos appareils photo, vous comprendrez. À partir de là, la chasse au TEL est beaucoup plus facile en 2025 qu'elle ne l'était en 91. Mais regardez la carte, l'Iran, c'est 4 fois plus grand que l'Irak. Et donc la grande difficulté, c'est la taille du territoire, le nombre d'endroits où des TEL ont pu être cachés. Et alors que le président Trump annonce après 9 jours de combat qu'ils en ont détruit 90%, je vous encourage vraiment à prendre ces chiffres avec des pincettes, on pourra avoir des surprises. Ce qui est sûr, c'est que aller un petit peu comme à la parade et aligner tout ça dans le désert, c'est clairement pas une bonne idée et on risque pas de le voir. Donc ce genre de choses, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et d'après des sources ouvertes, à l'heure actuelle, entre le moment où il y a un tir et le moment où une patrouille arrive sur zone, que ce soit un drone, que ce soit des avions de combat, vous avez environ 5 à 10 minutes. Donc c'est qu'on a une boucle entre la détection et le ciblage qui est extrêmement courte. Pour vous donner une idée, en Libye, on était sur des dizaines de minutes. En Irak, sur une dizaine de minutes. Là, maintenant, on est sur quelques minutes. En tout cas, d'après ce qui est partagé par les Américains. Néanmoins, vous allez forcément avoir une adaptation de la part du camp adverse. Et donc, ça risque de jouer au chat et à la souris. Et la problématique, c'est que ça coûte extrêmement cher de les chasser. Par contre, maintenant, il y a de plus en plus de drones. Certains ont déjà été abattus. Il y a au minimum 2 drones qui ont déjà été abattus au-dessus de l'Iran. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les drones, vous avez une capacité à tenir et donc à, par exemple, surveiller une zone où vous savez qu'il y a du stockage de ces systèmes-là pendant de très longues durées, sans engendrer une grande fatigue humaine, sans engendrer des coûts prohibitifs. Leçon numéro 3, les radars fixes sont des cibles, même les meilleurs. On a fait une vidéo dédiée en début de semaine sur ce sujet. Il est important de comprendre que toute cette technologie un petit peu de radar, ça arrive des années 90, 95, 2000, à l'époque où seuls les Américains disposaient vraiment d'une précision métrique, ces fameuses frappes chirurgicales. De plus, à l'époque, pour pouvoir faire du métrique, il fallait se rapprocher vraiment de la cible. Et donc, ils pensaient qu'avoir des systèmes fixes pouvait fonctionner au combat. Et bien maintenant, allez faire un tour sur Google Maps, vous voyez la position au niveau des monarchies du Golfe des systèmes de radar, de défense sol-air, et forcément, face à un adversaire qui, en contournant les sanctions, a réussi à développer une industrie nationale de drones précis au mètre près, ça a fait extrêmement mal, et la grande leçon, c'est qu'il est illusoire de croire
qu'une cible détectable depuis le ciel, qui ne bouge pas dans les 24 à 48 heures, ne va pas être traitée par votre adversaire. Et que même un pays qui peut être perçu comme en retard technologique par rapport aux nations occidentales, va avoir la capacité à venir cibler vos radars hors de prix et que un drone à 20 000 $ peut très bien détruire un radar à 1 milliard de dollars. Et également que les adversaires sont bien renseignés, car il semblerait qu'ils soient rentrés par l'arrière du radar de manière à venir détruire toute la zone de production d'électricité. Chaque système a un talon d'Achille. Quand vous avez peu de charge militaire, il faut venir appuyer pile poil à l'endroit du talon. Et on a vu, grâce aux images satellites, que les Iraniens ont fait exactement ça. La leçon 4, c'est la défense antimissile en couche. Et oui, on l'avait déjà dit lors des guerres précédentes dans la région, beaucoup de personnes disaient « Regardez, en Israël, ils ont des systèmes, c'est imperméable, c'est magnifique ». Eh bien en fait, vous avez des défenses par couche. Donc vous avez vraiment contre du balistique le fameux THAAD, donc qui va venir intercepter ce qui part dans l'espace qui va très loin. Après, vous avez le Patriot, vous avez vu des départs missiles, ça part souvent par 2, de manière à augmenter ce qu'on appelle le PK, la probabilité de tuer le missile balistique ou le missile de croisière qui vous arrive dessus. Point important, vous avez différentes versions de Patriot. On parle du Patriot, les versions 1, 2, avec des missiles énormes. Pour réduire les coûts, on a le PAC 3, qui est un missile quand même beaucoup plus petit et qui coûte moins cher. Et donc vous avez ça, après le Patriot, et après vous êtes censé avoir de la défense de points, et on voit qu'en fait cette défense de points n'a pas été bien mise en place, ce qui a permis à certains missiles de passer et de toucher ces systèmes de défense. Parce que vous devez avoir des systèmes de défense de points pour protéger vos systèmes de défense de zone, tout simplement. Et là, ça n'a pas bien fonctionné. Maintenant, autre point, quand vous défendez, on va dire, un espace aérien, on va dire que là, c'est les Émirats Arabes Unis, vous êtes censé, encore une fois, source ouverte expliquée par les Américains, avoir des lignes de défense face à l'adversaire qui va arriver d'ici. Avec ces lignes de défense, vous pouvez mettre des chasseurs, par exemple, sur 2 lignes, avant d'avoir la zone d'interception des systèmes sol-air, missile, et après de la défense de points. Ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, on a vu passer ce genre de vidéo où à la plage, il y a un Shahed qui passe, pour chasser par un F-16 à basse altitude, qui passe de feet wet, au-dessus de la mer, à feet dry, au-dessus de la terre. Et vous doutez bien qu'un Shahed qui va à 180 km/h, si le chasseur lui tombe dessus alors qu'il est déjà au-dessus du territoire, c'est qu'on a 2-3 petits soucis dans nos barrières de défense avancées. Alors, est-ce que les Shahed arrivent à éviter? Est-ce qu'ils arrivent à faire le tour, à faire de grands contournements? Ou est-ce que tout simplement, à l'heure actuelle, il y a des trous dans la raquette? Vous comprendrez bien qu'en source ouverte, on ne peut pas répondre, mais le résultat est là. Même si le Shahed a été abattu, il a été abattu au-dessus du territoire, là où normalement, vous devez avoir des zones où vous souhaitez intercepter la menace et avoir une zone où absolument rien ne doit passer. Et par rapport à cette zone où rien ne doit passer, vous déduisez la zone où vous devez être sur la menace, la zone où vous devez ouvrir le feu au dernier moment, car vous devez également calculer normalement la distance que va faire le drone une fois qu'il a été touché, si c'est par exemple un très gros drone et qui peut continuer à se sustenter. Donc tout ça, ça se calcule, ça s'anticipe. Quand vous voyez ces images d'un Shahed au-dessus du territoire, c'est qu'il y a matière à débriefer. Très belle illustration de la part de Ribar que je vous encourage à suivre. Vous allez vous retrouver avec toutes les bases de la région qui ont été touchées. Et attention, accrochez-vous bien, les images satellites, la société qui les donne a annoncé désormais qu'elle mettrait 15 jours avant de donner les images, qui va donner 15 jours à toutes les nations pour cacher, pour réparer. Et donc c'est fini l'époque où on pouvait avoir le lendemain. Eh bien, le résultat à Lausanne va devoir se faire un petit peu différemment ou avec plus de 15 jours d'écart, sachant que certaines choses pourront être réparées. Numéro 5, l'attrition des stocks. Et oui, on tire plus vite qu'on ne produit. Alors, d'après les sources ouvertes, les Américains peuvent produire environ 550 missiles intercepteurs Patriot par an. Au vu des statistiques, regardez ces chiffres des nations du Golfe, il y a eu des milliers d'interceptions, surtout quand pour intercepter un missile balistique, on met 2, voire parfois 3 missiles. À partir de là,
Guerre des stocks, oui, et c'est logique. Les stocks sont en train de descendre. Au moment où je tourne cette vidéo, les Américains ont annoncé qu'ils commencent à prélever des radars sur les systèmes sol-air du Pacifique parce qu'ils n'ont pas de stock, tout simplement, et parce qu'ils ne peuvent pas produire à court terme. Donc souvent, les personnes disent tiens, regardez par exemple les avions furtifs. Un avion furtif peut être détecté par un radar qui travaille en basse fréquence, et absolument. Mais le jour 1 de la guerre, on va venir vous taper tous ces radars-là. Et donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'entre la théorie des premiers jours et la réalité, la résilience derrière d'une armée, il y a souvent un grand écart. C'est pour ça que dans Au-delà de l'Ukraine, on disait que pour bien défendre son pays, c'est 3 dissuasions, nucléaire, conventionnelle et, accrochez-vous bien, industrielle. Les Américains savent que d'un point de vue industriel, il faut accélérer. Autre point que je vous encourage à creuser, c'est la capacité à faire des bateaux. Les Américains ont perdu cette capacité qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, était leur force, et ça leur fait un petit peu peur face aux Chinois. Maintenant, si on regarde un petit peu avec ISW, vous voyez qu'il y a eu toute une campagne contre les zones de production de drones, parce que justement, il faut empêcher la production iranienne de pouvoir continuer dans la durée, passer dans cette fameuse guerre infinie qu'on expliquait sur la chaîne 4 jours avant le début des hostilités, et pour cela, il faut les empêcher de produire. Maintenant, rappelez-vous la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont essayé d'empêcher les Allemands de produire par du bombardement massif. Ils produisaient presque plus à la fin de la guerre qu'au début de la guerre. Donc, à voir comment est-ce que les Iraniens arrivent à se remettre de ces bombardements, à quel point ils ont réussi à anticiper, à quel point ils sont résilients d'un point de vue industriel pour pouvoir continuer à produire. Je vous renvoie également vers la guerre Ukraine-Russie où tout le monde disait « ça y est, c'est la fin des stocks, c'est fini ». Vous vous rendez compte que la guerre, malheureusement, trouve toujours un moyen de continuer à faire ses atrocités. Alors, Sun Tzu, il a donné 2-3 citations originales. Il a dit, apparemment, on lui a fait dire « La stratégie sans tactique est la voie la plus lente vers la victoire ». Donc la stratégie, c'est macro. La tactique, c'est au niveau vraiment terrain. Par contre, il a également dit « La tactique sans stratégie est le bruit avant la défaite ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue tactique, il n'y a rien à dire, on est en train d'assister, et là, ne le prenez pas mal d'un point de vue purement technique militaire, à une masterclass de la part des Israéliens et des Américains. Rendez-vous compte, 5000 frappes, pas d'avions perdus officiellement sur le territoire, on verra, mais de toute façon, ça sera à la marge au vu des dégâts qu'ils ont fait chez les Iraniens. Quelques morts du côté civil, du côté des militaires américains, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, des nations ont fait autant de dégâts dans un autre pays, avec si peu de dégâts dans le leur. Maintenant, attention, ça c'est tactique, assaut initial. Rien à voir et ça ne laisse pas supposer la fin de cette guerre, attention. Par contre, ce que l'on a du mal à comprendre, c'est quel est l'état final recherché. Et il a déjà commencé à évoluer entre les déclarations du J1 et les déclarations actuelles 10 jours après le début du conflit. Et c'est ça qu'il va falloir regarder, parce que la tactique suit normalement un état final recherché. En 91, c'était très clair. Il fallait que les Irakiens sortent du Koweït, il fallait changer le régime. Donc il y avait des objectifs, un état final recherché, et l'armée s'est adaptée à ça. L'armée peut s'adapter à ça. Si on vous dit bombarder pour bombarder, il y a un moment derrière, il n'y a pas de solution. Et c'est ce qui est très intéressant. L'arme aérienne a toujours été très utile pour pousser les troupes au sol, pour appuyer des gens. C'est vraiment une arme d'appui. Par contre, attendre trop de l'arme aérienne, ça ne marche pas. Si vous attendez de votre shaker qui vous fasse à manger, vous allez attendre longtemps, on est d'accord, je pense. Et c'est là où ça nous amène à une leçon que pas grand monde a découvert, que on s'y attendait un petit peu, mais tuer le chef ne change pas le régime. D'ailleurs, c'est le fils du chef qui a repris le régime. À partir de là, il y a une grande différence entre la partie militaire, le déroulé tactique, les opérations, les pilotes qui mettent leur vie en jeu à chaque fois qu'ils vont au-dessus du territoire, qui sont un mauvais ravitaillement de tout casser et de s'éjecter en territoire ennemi, et l'idée macro dans laquelle ils se retrouvent entraînés. Alors attention, l'histoire avec un grand H nous montre qu'il y a toujours des surprises. Peut-être que l'on va observer une grande surprise et que nous allons tous être très étonnés. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec la grille de lecture et nos biais, notre habitude de faire la guerre et d'étudier l'art de la guerre dans ces dernières années, il y a beaucoup de scepticisme qui ne retire rien à la démonstration tactique, mais qui, d'un point de vue beaucoup plus macro, je presque envie de dire géopolitique, intrigue un peu et nous amène vers la leçon numéro 8. Hormuz, c'est vraiment l'arme économique asymétrique.
Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits sur le fait que la Russie s'est retrouvée à devoir quitter les côtes d'Ukraine parce que l'Ukraine a capacité à couler leurs navires. Et on a expliqué depuis longtemps sur cette chaîne que c'est le déni d'accès. Le coût d'accès au déni n'a rien à voir avec le coût d'accès à la supériorité et à la maîtrise du territoire. C'est exactement ce qui se passe actuellement sur Ormuz. Sur Ormuz, vous avez des graphes très intéressants qui nous montre justement l'effondrement du trafic, qui passe d'une trentaine, quarantaine de tankers par jour. À l'heure actuelle, plus rien, parce qu'il y a des problèmes au niveau des assureurs, depuis que le régime a dit si vous passez, on vous tire dessus, et il y a eu des navires touchés. Autre point, à très peu cher, vous pouvez avoir des drones sous-marins, et a touché un navire civil, des drones sous-marins, très faciles à mettre en œuvre d'un point de vue technique en fait, extrêmement compliqué à trouver, à intercepter, à détruire depuis la 3e dimension. Et si vous posez la question, à quoi pourrait ressembler un cortège qui traverse Ormuz, imaginez là, vous avez un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, 4 bateaux, vous avez l'Iran de ce côté, vous mettez une frégate, très bien, mais si vous avez quelque chose qui fait le tour que vous voyez pas, ça peut vite être très dangereux. Donc pour faire simple, vous avez la menace aérienne, mais également la menace de surface et la menace sous-marine. Donc il va vous falloir un taux d'encadrement, un nombre de frégates quand même assez conséquent. Si vous voulez faire passer votre trentaine de navires par jour, on va dire une vingtaine, il va falloir 2, 3, peut-être 4 frégates pour protéger tout ça. Et le problème, c'est qu'il va falloir du coup beaucoup de frégates sur zone, avec également une grosse capacité d'interception. Vous pouvez mettre des avions A-10 également en patrouille, mais ils ne verront pas tout. Les drones sous-marins, c'est quand même pas évident à voir, même si avec la météo, ça aide. Mais de nuit, c'est plus compliqué. Bref, vous l'aurez compris, c'est un talon d'Achille qui nécessite une forte posture défensive, de gros investissements défensifs et qui arrive à retourner un petit peu la table du commerce mondial. 20% du pétrole mondial passe par Ormuz, 30% du gaz liquéfié. Et je vous rappelle quand même que le premier producteur de pétrole au monde, c'est les États-Unis, mais pas le premier exportateur. En tout cas pour le moment. Leçon 9, le ravitaillement en vol, nerf invisible. Sur des podcasts américains, certains pilotes commencent à s'exprimer et à dire que des fois, ils font jusqu'à 10 ravitaillements en vol pour faire leur mission. Quand vous partez des bases du Golfe pour entrer en Iran, vous allez faire un ravitaillement avant d'aller au-dessus du territoire. Après, il va vous falloir des ravitaillements sur zone et vous passez votre vie à ravitailler si vous avez des bombes sous les ailes. Et vous allez d'autant plus devoir ravitailler qu'on vous demande de chasser par exemple du tel. Pourquoi ? Parce qu'il faut orbiter, il faut patrouiller, il faut attendre. Vous voyez certaines patrouilles comme du police secours. Ils sont là, ils sont sur zone, ils sont prêts à intervenir, ils attendent. Donc il faut ravitailler. Moi, j'ai fait ça au-dessus de l'Irak. Vous faites 80-90 minutes de sur-zone, vous allez ravitailler, vous revenez 90 minutes, vous avez votre zone. Si quelque chose bouge, pouf, vous intervenez. Mais ça demande beaucoup de ravitaillement. Or, les Américains se sont séparés du KC-10 l'année dernière. Le Pegasus, leur programme qui n'a pas vraiment pris de l'avance et ne marche pas très bien, eh bien, c'est pas terrible. Donc, à l'heure actuelle, ils fonctionnent avec des avions, des KC-135 qui ont plus de 60 ans d'âge. Ils ont également une flotte qui s'est réduite. Donc, le ravitaillement, c'est pas la fête pour l'US Air Force en ce moment. De plus, du fait des menaces balistiques et autres, ils ont mis leurs bombardiers loin, là où traditionnellement, avant, vous pouviez les mettre dans le pays du Golfe, pour l'Afghanistan, pour l'Irak. Là, maintenant, il faut les mettre à plusieurs milliers de kilomètres. Ça crée une tension sur la flotte de ravitaillement qui, si ça ne dure pas très longtemps, ne se verra pas. Si ça commence à durer dans le temps, va commencer à poser un souci. En France, on a une dizaine d'MRTT, c'est un excellent avion. Maintenant, c'est une dizaine pour toute l'armée de l'air. Vous doutez bien que la disponibilité, même si elle est excellente, n'est pas forcément de 100%. Prenez la flotte américaine, c'est des vieux avions. Je vais vous le dire clairement, quand on était au-dessus de l'Irak, je pense que 20% des tankers avec lesquels on travaillait avaient un souci. Problème de pilote automatique. Enfin, ils avaient toujours un problème. Il y avait toujours un tanker au-dessus de l'Irak qui avait un problème. Alors, pas des gros problèmes, mais c'était déjà il y a 10 ans, pour vous donner une idée. Et c'est pas agréable de ravitailler dans un tanker où ils sont manuels. Enfin bref, je vous passe les détails techniques, mais c'est un fait à garder en tête. Et ils n'ont pas encore les drones de ravitaillement. Et donc tout ça a également un impact sur la Navy. Parce que la Navy a dû s'éloigner initialement pour pouvoir venir sur zone avec les F-18. Il faut faire beaucoup de ravitaillement. Ça use le personnel, ça use en termes d'heures de vol, ça coûte plus cher. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça fonctionne.
mais ça engage beaucoup plus de moyens et donc ça marche moins bien dans le temps, c'est moins pérenne tout simplement. Par contre, le grand point, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires faits sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, là vous voyez qu'on est sur une doctrine qui n'a rien à voir, le rouleau compresseur à l'américaine, la puissance aérienne offensive, ça marche, c'est toujours décisif, ça fonctionne. Là vous avez une carte avec un petit peu tout ce qui a été touché. Alors on parle beaucoup de frappes. Moi, le premier, c'est un petit peu comme les frappes chirurgicales. Vous voyez, ça fait, il n'y a pas de sang, pas d'effusion de sang, tout va bien. C'est du bombardement, qu'on soit clair. Il y a du bombardement et sur chacun de ces points, vous avez probablement des morts. On n'a pas de chiffres à l'heure actuelle, mais voilà, il ne faut pas oublier ce qu'est la réalité. Dans toutes les images que vous voyez passer, il y a généralement des personnes qui décèdent au sol, des personnes qui sont engagées pour défendre leur pays. Quoi qu'on pense de leur pays, faut pas l'oublier. Maintenant, en termes de puissance aérienne, ils ont fait comme dans les livres. C'était impressionnant. C'est-à-dire que vous avez d'abord la destruction des sites sol-air de défense, qu'on voit assez bien sur cette carte-là. Ils sont bien marqués. Donc d'abord, on va détruire tout ce qui peut mettre en péril la troisième dimension. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à vous focaliser sur les capacités offensives de l'adversaire et après, affiner le tir. Encore une fois, personnellement, si j'étais en train de gérer cet espace aérien, j'aurais découpé tout ça en zones, ce qu'on appelle des killbox, et vous assignez des patrouilles à des killbox, aidés par des drones. Et vous voyez bien au niveau de cette carte que même si le pays est absolument gigantesque, il semblerait qu'il y ait des zones où il n'y a pas grand-chose. Maintenant, point à prendre en considération, quand vous prenez la route par exemple et que vous passez dans la ville à côté de chez vous, posez-vous la question, combien de bombes faut-il pour calmer une ville? Quand je dis calmer au sens militaire du terme, essayez d'imaginer le nombre, ce qu'on appelle des DMPI, de points à traiter. Et c'est pour ça que l'IA aurait été très utile, d'après les déclarations, pour aider la boucle de ciblage, pour aider à extraire des cibles, mais, et je dis bien mais, il est extrêmement dur d'aller au résultat. Vous voyez un bâtiment, il y a un trou dedans, good job, so what? C'est extrêmement dur, plus on va avancer dans le temps, d'avoir une idée des dégâts réels. Donc quand on a des déclarations officielles avec des pourcentages, j'ai envie de vous dire, de ma petite expérience tactique, prenez des pincettes, et plutôt des pincettes gigantesques. Merci, Monsieur Crabbe. En définitive, vous savez que j'aime bien les citations. Le général André Boffre a dit « On ne se bat pas contre une armée, on se bat contre une décision ». Et c'est bien la problématique que vont avoir les Américains dans les prochaines semaines, si ce n'est les prochains mois. Je n'ai pas de boule de cristal. Ça va être très intéressant à suivre d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue tactique également, car comment est-ce que vous transformez une campagne aérienne en succès? Eh ben, il va falloir inventer le concept, on va pas se mentir. Maintenant, d'un point de vue d'ancien capitaine, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que l'on a vu là, en termes de capacité, de déploiement de force, c'est extrêmement dur et ça demande beaucoup d'efforts et énormément de travail. Donc ça paraît facile, vous voyez, tout s'est bien passé, mais ça veut pas dire que c'est facile. Ils ont vraiment un niveau opérationnel qui est impressionnant. Et encore une fois, imaginez 3, 4, 5, 6, 7 ravitaillements parfois de nuit. Vous faites mal à ravitaillement, vous cassez votre perche, vous êtes en F-16, ça rentre dans votre entrée d'air, c'est fini, vous allez devoir sauter. On a perdu des mirages F1 comme ça. Donc vous êtes à quelques secondes de l'échec, éventuellement de la mort en permanence, et la difficulté va être de tenir sur la durée. Parce que ce niveau d'engagement, regardez la marine française, elle est déployée, je crois, à 80% à l'heure actuelle, eh bien, il va falloir pouvoir le tenir sur la durée. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est la chose suivante. Vous devez, en tant qu'armée, pouvoir faire les opérations et en même temps anticiper le départ de vos combattants. Parce que dans l'armée, on passe notre temps à préparer notre relève. Les carrières sont assez courtes. La moyenne d'âge sur porte-avions américain, c'est la vingtaine, la jeune vingtaine. Et donc, à partir de là, il faut faire en permanence de l'entraînement organique. Et pour cela, il faut des moyens. Les pilotes au standard OTAN, c'est 180 heures par an, mais d'entraînement. Maintenant, si vous faites vos 180 heures au combat, en tant qu'instructeur, j'ai pas pu former les jeunes. Et les jeunes n'ont pas eu leur instructeur pour les former puisque leur instructeur était déployé. Et donc, si ça dure dans le temps, ça crée une tension RH énorme. Maintenant, attention, aux États-Unis, vous avez l'Air National Guard. Mais spoiler alerte, on l'a vu avec les F-35, elle était au Venezuela, elle est déployée là. Ils utilisent et ils engagent déjà leur garde nationale pour ce qui est de la troisième dimension, car comme on l'a déjà dit sur cette chaîne sur BFM, il manque plus de 1400 pilotes de combat aux US. Ils ont déjà une crise RH, car la taille et le format de l'US Air Force, entre 91 en Irak et 2026 en Iran, a été divisé quasiment par 2.
alors que tout le monde compte les bombes, vous allez vite vous rendre compte, si c'est amené à durer, eh bien que rapidement, le talon d'Achille sera la capacité RH à tenir à ce niveau de professionnalisme. Et ce que toutes les armées redoutent, c'est le départ de cadres clés qui emmènent un effet falaise, un effondrement des qualités opérationnelles. Et c'est absolument pas ce dont a besoin l'oncle Sam à un moment où ils ont de plus en plus de tensions en Asie. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. J'ai été rejoint par une équipière, vous l'avez peut-être entendu en fond. C'est exactement ça, je forme ma remplaçante. Alors maintenant qu'on a vu ces 10 leçons, vous voulez peut-être mettre en pratique. Supremacy World War III vous tend les bras, c'est juste en dessous et vous profiterez en plus d'un canon électromagnétique, ce qui est clairement une situation d'avenir face à des nations qui n'en sont pas équipées. Je pense que vous l'aurez compris. Donc n'hésitez pas à tester un petit peu vos capacités de stratège. On va voir si vous arrivez à réveiller le Sun Tzu en vous. Puis dites-moi dans les commentaires comment se passe votre plan de votre côté. Là, je pense que vous y a l'embarras du choix en termes de conflits à simuler. Et si vous trouvez que ce n'est pas la meilleure des activités, eh bien sachez qu'en fait, c'est cet entraînement qui permet de développer les capacités, la fameuse conscience de la situation. Et c'est pas pour rien si les officiers supérieurs font énormément de wargames. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ces 10 grandes leçons, à vous relooker pour la saison. Et puis si vous aimez les débriefings, si vous aimez également les méthodes de l'aviation, n'hésitez pas à nous contacter. On peut intervenir dans votre entreprise ou organiser des team building. On a plein de choses à vous proposer. Je vous dis à très vite. Fly safe.